Mais pourquoi j'utiliserais des containers? Alors c'est une question qui revient très très souvent et je vous propose d'y revenir dans ce podcast, alors c'est parti. Alors avant de revenir sur les intérêts et pourquoi utiliser les containers, je vous propose un bref rappel des origines des containers. Alors on va pas remonter aux containers multimodaux qui sont maintenant sur les porte-containers, ça date des années 1930, et on y retrouve quand même l'origine un petit peu de la conteneurisation qu'on connaît en informatique, c'est-à-dire la capacité à mettre dans une boîte quelque chose qui est relativement hétérogène. Alors à l'époque c'était des barils, des sacs, etc. et des choses très très hétérogènes qu'on n'arrivait pas trop à manutentionner, c'est-à-dire à transporter d'un système de transport à un autre système de transport. Et voilà comment sont nés les conteneurs multimodaux dans les années 50 finalement, avec des standards, un gros standard qui en est émané et un bureau des containers au niveau mondial. Mais l'origine informatique des containers, ça date plutôt de 1979 avec l'Unix V7, c'est la dernière version qui est sortie des laboratoires Bell d'Unix, et derrière une évolution très importante, en tout cas une première évolution qui a été déjà beaucoup utilisée au-delà de la forme actuelle qu'on connaît des containers, c'est le CH-root, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte qu'un utilisateur puisse se retrouver dans un espace qui lui est strictement réservé, mais en tout cas dans son incapacité à pouvoir découvrir l'arborescence qui est au-delà de ce qu'on lui a autorisé de voir. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, et donc ça remonte à 1979, vous voyez. Alors ensuite, la deuxième grosse étape, ça a été les jails de BSD, donc on monte aux années 2000. Là encore, donc l'idée c'est encore une évolution de ces aspects de CH-root, mais d'aller un petit peu plus loin. Ce qu'on recherchait pas mal de sociétés entre-temps, avec notamment également IBM, on a eu Red Hat, etc. Beaucoup de sociétés ont œuvré dans ce domaine-là. Alors je dirais pas à tâtons, mais à difficulté, sans trouver le modèle qui a finalement réussi à convaincre tout le monde. En 2004, on a Solaris qui a lancé des containers également. En 2006, on a Process Containers, donc c'est l'ancêtre pour les gens qui connaissent les C-Group, donc c'est l'ancêtre des C-Groups, en tout cas c'est ce qui a été renommé à l'époque. Et puis c'est surtout en 2008 que ça commence un petit peu à émerger en distinguant un besoin plus précis avec des fonctionnalités plus précises, plus poussées et un périmètre plus important. Donc là, en 2008, c'est quoi ? C'est les Linux Containers avec notamment LXC. Ensuite, finalement, on va passer en 2013 et là, c'est, on va dire, l'explosion le 20 mars 2013 avec la sortie officielle de Docker. À la PyCon, donc vous voyez que c'était pas forcément une sortie faite sur le tapis rouge de Docker lui-même, mais quasiment, puisque à l'époque quand même les PyCon aux États-Unis c'était quand même quelque chose d'assez énorme, ça l'est toujours d'ailleurs, et Docker lui est développé en Go, donc en Golang. Donc date très très important Docker parce que c'est quand même Docker qui a popularisé la conteneurisation. On va y revenir un petit peu sur l'origine du pourquoi, mais en tout cas c'est un outil très très important qui a permis de vraiment, on va dire, émanciper les containers et simplifier leur facilité d'utilisation sur les systèmes à base de noyaux Linux. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, on a des évolutions que Docker a ensuite portées au fur et à mesure, notamment en 2015 avec RunC, donc qui est le Container Runtime bas niveau de Docker, et puis ensuite des évolutions avec Containerd, qui est un Container Runtime haut niveau, mais qui se situe en dessous du Container Engine, donc Docker Engine, qui eux sont utilisés par la ligne de commande Docker, donc la CLI Docker. Alors cette CLI Docker, c'est elle, je dirais, qui permet quand même de populariser beaucoup la conteneurisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est elle qui a permis vraiment une énorme adoption de Docker, alors avec également le système d'image, mais c'est la révolution. Pourquoi ? Parce que cette ligne de commande, elle est très très facile à utiliser, avec des éléments qui sont répétitifs, très homogène. On va retrouver des LS, donc Docker Network LS, Docker Volume LS,
etc. Donc vraiment une standardisation et une facilité d'utilisation très très pratique. Bien sûr, elle est relativement instantanée et ça c'est vraiment plutôt cool. Ensuite, il y a la notion d'image qui est bien sûr aussi très très importante. Les images finalement, on pourrait avoir un débat assez long entre l'attribution des noms, parce que finalement l'image représente mieux, tel qu'on le connaît en informatique, le conteneur finalement qui est multimodal pour le transport maritime. C'est-à-dire, c'est vraiment l'image qui permet d'être le moyen de transport et de poser quelque chose à un endroit ou à un autre endroit. C'est l'image qui est le mode de stockage finalement. Et ce mode de stockage finalement, c'est ni plus ni moins que un énorme TAR-GZ, en tout cas un énorme ensemble d'éléments avec à la fois donc le process principal que l'on souhaite faire tourner avec son code, et puis toutes les dépendances qui sont rattachées, que ce soit des éléments statiques ou non, et que ce soit bien sûr des librairies applicatives, et ça change tout, et ça répond à des problématiques, les problématiques de la montée en charge, de l'industrialisation, on va dire, de l'informatique. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, parce que c'est tombé pile au meilleur des moments, je dirais, pour pouvoir permettre cette transition qu'on a connue avec le passage finalement de quelque chose qui était un petit peu plus artisanal. Alors c'est un peu péjoratif d'utiliser ce terme artisanal, parce que les choses étaient déjà extrêmement professionnelles, avec des gens qui travaillaient vraiment déjà très très bien, mais en tout cas une plus grande standardisation, et ça a apporté des facilités beaucoup plus importantes pour déployer des applicatifs et surtout pouvoir les livrer facilement entre d'un côté les devs et de l'autre côté les ops. Donc vous voyez qu'on revient autour des thématiques DevOps. D'un côté les devs finalement livrer des choses, mais avec des dépendances souvent assez fortes, des adhérences très fortes, et souvent les ops derrière avaient du mal à déployer les choses, si ce n'est qu'en faisant plusieurs allers-retours avec les devs pour dire « Ah oui, mais la librairie, là, celle-ci, tu l'as utilisée en quelle version ? Ah, mais il m'en manque une autre. Ah, mais l'OS qui est en dessous, moi, c'était pas cette version-là qu'on a en prod, etc., etc. » Et donc, les images et les containers, donc la version activée de l'image, c'est-à-dire le mode processus, ont permis de répondre à cela. Et ça, c'est vraiment une évolution très très forte. Alors attention, tout n'est pas rose non plus, puisque c'est à peu près autour des années 2016-2017 où finalement est ressorti de cette conteneurisation et de Docker notamment des vulnérabilités assez importantes qui finalement, on pourrait le dire, ont presque été mises un petit peu sous le tapis, et derrière il a fallu les corriger, ce qui est le cas maintenant, et sensibiliser les utilisateurs à ces éléments-là. Maintenant, on sait quels sont les points, quels sont les focus qu'il faut attribuer dessus, pourquoi il ne faut pas lancer les containers en tant que root, etc., etc. Mais à l'époque, les choses n'étaient pas aussi claires pour tout le monde, et les gens qui débutaient souvent lançaient des containers sans trop se poser de questions, et en se disant, de toute façon, tout le monde l'utilise, donc c'est un fait acquis, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est très important. Alors, l'évolution des containers au fur et à mesure du temps, on pourrait parler de la scalabilité, de la clusterisation, de l'orchestration, on va en reparler un tout petit peu après, mais néanmoins aussi, en termes d'évolution, comment on peut mesurer cette adoption finalement de Docker? C'est très très simple, je dirais. C'est qu'avant, on faisait, pour installer un applicatif donné, on faisait un apt install, je sais pas, ce qu'on veut tester comme applicatif, peu importe, un petit tools local sur son laptop. Et bien maintenant, il est beaucoup plus courant de faire un Docker run quasiment pour lancer un container de l'applicatif en question. Alors qu'est-ce que ça permet? Tout simplement, ça permet très souvent pour les gens qui connaissent les containers de pouvoir très rapidement supprimer le container et ne plus avoir de traces sur la machine de ce qui a été déployé. Ce qui est relativement plus délicat quand on utilise par exemple sur Debian apt, parce qu'on va garder quelques petits reliquats, quelques scories, et ça, au bout d'un moment, ça devient un petit peu désagréable, il faut nettoyer un petit peu les choses. Et donc voilà. Alors maintenant, quels sont les intérêts de la conteneurisation si on devait prendre un petit peu de recul? On a dit pas mal de petites choses là jusqu'ici. Si on devait structurer un peu plus les choses. Première chose, la portabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie des 5 choses que je dirais qu'il faut retenir. La portabilité, elle est apportée par l'image. Et là, comme je le disais tout à l'heure, ça représente finalement le container multimodal maritime, c'est-à-dire la capacité à prendre quelque chose
pouvoir éventuellement le stocker quelque part et le changer de localisation, plus exactement de support, éventuellement le changer de version d'OS sur lequel on va le faire tourner, en tout cas ne pas créer de dépendance vis-à-vis de cela. Et ça, c'est quand même une grosse révolution. Comme je vous disais, sa portabilité également, c'est la possibilité d'emmener les librairies et les dépendances qui vont avec. Et ça, c'est très très sympathique. Alors quand je dis dépendance, attention, on ne va pas embarquer la base de données avec l'applicatif qui va avec. On est hors de question de créer un monolithe également. Alors, de fait, cette portabilité, vous voyez, elle s'accompagne également, on pourrait parler des microservices, mais c'est tout un phénomène qui, globalement, arrive à peu près à maturité en même temps, c'est-à-dire d'une part le cloud, d'autre part les architectures à base de microservices, et d'autre part la conteneurisation. Et en même temps, accompagné de tout ça, il y a l'évolution en termes, je dirais, de ressources humaines ou de compétences autour de la philosophie DevOps et de l'évolution en termes de formation des profils d'ingénieurs qui sont formés, avec auparavant des ingénieurs plus centrés système et maintenant plus centrés, en tout cas avec un nouveau profil qui est apparu avec la nécessité de déployer et d'automatiser à large échelle les déploiements, d'industrialiser les déploiements applicatifs. Alors le deuxième point, donc on a vu la portabilité en premier point, le deuxième point c'est l'isolation. Alors l'isolation c'est quelque chose qui est important, on en a parlé un petit peu jusqu'ici, c'est la capacité finalement à recréer un environnement pour un applicatif donné sur le même système d'exploitation et pouvoir continuer à déployer d'autres applicatifs qui ont eux-mêmes leurs propres environnements et qui vont éventuellement être en concurrence avec l'applicatif précédemment installé. C'est le cas généralement pour les librairies, par exemple, les bibliothèques qui accompagnent du code, que ce soit en Python, en Go ou autre. C'est quelque chose qui est assez important. Et ça, c'est quelque chose qui même si c'était possible auparavant, il y avait quand même des solutions possibles, qui étaient relativement délicat, un petit peu fastidieux, laborieux à mettre en œuvre sur Linux jusque-là, alors qu'avec les containers, finalement, les gens n'ont plus de questions à se poser, et ça se fait, on va dire, très très intuitivement, et ça c'est vraiment très pratique, notamment du coup pour amplifier la mutualisation qu'on avait connue avec les machines virtuelles, avec la conteneurisation cette fois-ci. Et la conteneurisation, donc, l'intérêt principal de la conteneurisation aussi, c'est la suppression d'avoir à créer, comme sur des VM, d'avoir à chaque fois un noyau, un kernel qu'on va avoir besoin de lancer, qui va consommer lui-même des ressources. Là, on va vraiment se concentrer sur des briques applicatives qui tournent sur le même OS, parce que finalement, ce ne sont que des processus qui tournent sur un système d'exploitation. Troisième point, après portabilité et isolation, la gestion des ressources. Et là, on en parle un petit peu. Eh bien, tout simplement, la mémoire, le CPU, éventuellement même le disque. Eh bien, tout ça, on va pouvoir vraiment dire, ok, j'ai un applicatif que je veux lancer, je lui dédie X de RAM, X de CPU, et je fais en sorte qu'il ne peut pas déborder au-delà de ça, et ça permet donc du coup de renforcer la sécurité en termes, non pas strictement de sécurité tel qu'on l'entend en cybersécurité, mais sécurité d'un point de vue déploiement de multiples applicatifs sur le même système d'exploitation. Et ça, c'est très très important pour être en confiance quand on va mutualiser. Donc, pour mutualiser et densifier encore plus les choses, je dirais qu'on pourrait même parler de Green IT, etc. derrière, eh bien, ça va venir renforcer vraiment la robustesse des systèmes qui vont utiliser la conteneurisation pour pouvoir mutualiser encore plus, par exemple, leurs machines virtuelles, etc., dès lors qu'on a des containers. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, quatrième point, la facilité de déploiement. Et oui, les images, on va pouvoir les stocker sur des registries. Avant, on stockait également des codes compilés, etc., des versions d'applicatifs. Là, on a des registries qui n'embarque pas que le code strictement, mais également, on l'a dit, tout l'environnement qui va avec. Et ça, c'est vraiment plutôt cool, parce que si on veut faire évoluer simplement des librairies en gardant le même code, on peut le faire. Si on veut faire évoluer le code et les librairies, on peut le faire, et versionner tout ça très très facilement, avec une capacité de Docker de pouvoir se
alors je vais pas dire synchroniser puisque c'est pas le cas, mais pouvoir rapidement comparer si on a des différences entre une version distante, une version locale et mettre à jour ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très pratique. Donc très facile et du coup on peut l'intégrer très facilement dans des chaînes de déploiement automatisées, donc telle une chaîne de production. Eh bien les CI/CD ont explosé par le même temps, par la même occasion, avec l'industrialisation forte qui était nécessaire. Eh bien les containers ont permis de répondre sur une brique en tout cas sur une brique applicative, le type d'outil qui était nécessaire au sein de ces CI/CD. On a besoin d'orchestrateurs, etc. Mais également la conteneurisation a apporté une réponse très très intéressante pour ça, et du coup on le retrouve très facilement. Derrière encore, eh bien, en 5e et dernier point, et là ça ouvre à d'autres champs du possible, on va dire, c'est la possibilité de clusteriser relativement facilement. Alors, on pense à Swarm dans un premier temps quand on faisait du Docker à l'origine, même si le mode Swarm était beaucoup plus délicat qu'on le connaît maintenant. Et puis ensuite, Kubernetes, mais il existe également d'autres outils d'orchestration de containers. En tout cas, ça permet de répondre également très facilement à des problématiques, d'une part de haute disponibilité, et là, le conteneur y joue une part assez importante, c'est-à-dire la possibilité de relancer très facilement sur une autre machine, dans le même état, un applicatif. Et ça, c'est relativement pratique. Alors quand je dis dans le même état, c'est sous certaines réserves, mais en tout cas, c'est quelque chose de très très pratique. Et ça, on peut l'orchestrer, c'est-à-dire même le faire de manière automatique. Par exemple, dans Kubernetes, si on supprime un container, plus exactement un pod d'une machine, eh bien, il va se recréer automatiquement, soit sur la même machine, soit sur une autre machine, parce que ma machine n'est plus disponible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, la scalabilité. Oui, de la même manière qu'on peut très facilement lancer un container sur une machine, le supprimer, il va se relancer sur une autre machine, on va pouvoir aussi le lancer très facilement sur de multiples machines et éventuellement en très grand nombre. Et faire en sorte également qu'on ait donc une scalabilité à la fois qui peut être manuelle, donc quelqu'un qui va intervenir, qui va même renseigner éventuellement sur quelque chose qui va être descriptif, comme dans Kubernetes, on va dire on veut X réplicas de mon applicatif, mais derrière également, on peut également faire en sorte que cela soit automatique. Et là, ça apporte vraiment encore plus d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va vérifier des métriques, ou se connecter à des bases de données pour vérifier des éléments, et derrière dire, ok, si on se situe au-delà de tel seuil, ou inférieur à tel seuil, on va augmenter le nombre de containers, ou de pods, ou le diminuer. Donc ça, c'est quelque chose qui est également très très important. Donc vous voyez que les containers, c'est quand même loin d'être anodin, et dans, on va dire, la petite dizaine d'années qu'on vient de vivre dans l'informatique et qui existait déjà avant, il y avait plein de choses qui permettaient de faire des choses relativement proches que ce que l'on réalise actuellement, mais de manière beaucoup plus fastidieuse. Et bien finalement, là on arrive à quelque chose qui est très simple et qui permet également un dispatch en termes de métier, avec une répartition de métiers qui va être plus étalée, avec possiblement des métiers un petit peu plus spécialisés dans certains domaines ou dans d'autres. Et ça, c'est plutôt assez pratique également. Faut-il encore savoir surnager et nager dans ces eaux parfois sombres ou en tout cas délicates, mais en tout cas c'est important de pouvoir suivre tout ça. Donc voilà, la conteneurisation, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est un élément extrêmement important au cours des 10 dernières années d'informatique ou d'IT qu'on a vécu. J'espère que ce podcast vous a plu et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao.